Beaucoup de gens pensent à tort qu'après 476 après JC, la date traditionnelle de la chute de l'Empire romain d'Occident, toutes les institutions romaines ont simplement disparu parce qu'elles ont été envahies par les barbares et que tout s'est ensuite effondré. C'est du moins ainsi que la chute de l'Empire romain est souvent faussement représentée dans les films et les médias en général. Mais en réalité, c'est loin de la vérité, et paradoxalement, le Sénat de Rome, cet ancien ordre illustre, augmenterait même en pouvoir et en popularité, après ce qui est souvent faussement appelé la chute de l'Empire romain, en 476 après JC. Nous serons surpris de voir que le Sénat romain a survécu à la déposition du dernier empereur romain d'Occident de plus d'un siècle. Mais quand et comment le Sénat romain a-t-il alors disparu, et bien sûr pourquoi? Essayons de découvrir ce qui est arrivé au dernier sénateur de Rome. On dit que le Sénat de Rome a été créé par Romulus lui-même, le premier roi légendaire de Rome, l'ordre comprenant initialement 100 hommes. Le mot Sénat lui-même dérive du mot latin senex, signifiant vieil homme, ce qui implique que seuls les hommes âgés et distingués pouvaient devenir sénateurs. Déjà dans le royaume romain, le Sénat détenait d'impressionnants pouvoirs. Il était la concubine du roi, il servait de conseil, il avait le pouvoir exécutif. Et il servait d'organe législatif en concertation avec le peuple de Rome et pour élire de nouveaux rois. C'était l'État pendant 250 ans jusqu'à ce que le dernier roi, Lucius Tarquinius Superbus, soit banni de Rome. Puis, pendant la période de la République romaine, le Sénat jouait un rôle central dans le fonctionnement quotidien de la Constitution. Il était constitué de politiciens chevronnés, gérant les lois et la politique étrangère, la politique militaire ainsi que la politique intérieure. Il donnait également des instructions à tous les magistrats, qui étaient les plus hauts offices, à savoir les consuls, les préteurs, les censeurs, les questeurs et les édiles. Ainsi, le Sénat détenait naturellement beaucoup de pouvoir à l'époque de la République romaine. Mais comme nous le savons, la République est devenue instable à la fin du IIe siècle avant JC et a finalement sombré au 1er siècle avant JC dans des guerres civiles ouvertes. C'est cette époque qui a été représentée dans d'innombrables films. Les histoires de Pompée et César, de Crassus et Marc-Antoine sont très célèbres, et je ne pense pas que j'ai besoin d'entrer dans beaucoup de détails à leur sujet ici. Il suffit de dire que nous savons tous comment cela s'est terminé. Octavien s'est fait princeps senatus, le premier parmi les égaux comme on disait, et ainsi il est devenu le premier empereur. Cela marquerait essentiellement le début du déclin du pouvoir du Sénat romain. Dès le 1er siècle après Jésus-Christ, le principat montrerait parfois son vrai visage. À savoir, il y avait une continuation de la République romaine, seulement de nom, mais en réalité le princeps devenait l'empereur, imperator, et pouvait donc essentiellement passer outre le Sénat dans toutes les affaires. Déjà Caligula et Domitien avaient eu des conflits avec le Sénat, et certains sénateurs auraient même été exécutés sur ordre de certains de ces empereurs tyranniques. L'autorité de l'empereur a ensuite été encore renforcée, puisqu'il commandait la garde prétorienne. Et il n'était pas rare que l'empereur abuse de cette garde pour harceler le Sénat jusqu'à l'obéissance. Nous pouvons donc voir que l'autorité du Sénat a considérablement diminué. Cependant, la nomination d'un nouvel empereur devait encore être formellement reconnue par le Sénat pendant les 250 premières années de l'Empire romain. Mais même ce pouvoir a été retiré au Sénat de Rome, d'abord déjà avec l'empereur Aurélien, mais ensuite encore plus par l'empereur Dioclétien. À ce moment-là, le Sénat de Rome s'était largement dégradé en un organe administratif, dont l'autorité ne s'étendait qu'autour de la ville de Rome elle-même. Le Sénat avait des pouvoirs législatifs sur les jeux publics à Rome, et bien sûr sur l'ordre sénatorial lui-même, également pour juger les cas de trahison et pour élire certains magistrats, mais cela aussi souvent seulement avec la permission de l'empereur. Et ainsi cela resterait pendant plus d'une centaine d'années, jusqu'à ce que progressivement le pouvoir du Sénat revienne. Par exemple, Eugénius était un sénateur romain, qui est devenu empereur romain d'Occident en 392, et puis, encore plus intéressant, au cours des 25 dernières années de l'Empire romain d'Occident, le Sénat verrait son pouvoir augmenter encore plus, ce qui est assez paradoxal, car on supposerait qu'avec le déclin de l'Empire, le pouvoir du Sénat déclinerait également. Mais c'était le contraire qui était le cas.
Petronius Maximus, par exemple, qui est devenu empereur en 455, était un sénateur romain, tout comme Olybrius en 472. Surtout, au cours de ces 25 dernières années, le Sénat s'est de nouveau de plus en plus impliqué dans les affaires impériales en Italie, ce qui n'était pas bon pour l'Empire, comme je l'expliquerai dans une autre vidéo. Car les sénateurs romains voulaient souvent voir leurs propres intérêts satisfaits, même si c'était au détriment de l'affaibli tardif Empire romain d'Occident. Après ce qui est à tort appelé la chute de l'Empire romain en 476 après Jésus-Christ, le pouvoir du sénateur a encore augmenté, aussi paradoxal que cela puisse paraître. De nombreux sénateurs ont soutenu Odoacre contre l'usurpateur Oreste et Romulus Augustule. Et donc, lorsque Odoacre a pris le pouvoir, pour eux, c'était le business comme d'habitude, comme cela avait déjà été le cas lorsque Ricimer détenait le pouvoir. De nombreux sénateurs romains ont occupé de hautes fonctions sous Odoacre, et il en a été de même plus tard sous Théodoric. À cette époque, le princeps senatus, le chef du Sénat, servait souvent même comme la main droite d'Odoacre et de Théodoric. Et si vous êtes comme moi, un total nerd de Rome, ou Romabou comme certaines personnes aiment le dire, et je pense que vous l'êtes, sinon vous ne regarderiez probablement pas cette vidéo, alors vous pourriez être intéressé par les incroyables bagues et autres accessoires romains que la boutique SPQR est en train de construire. Ils fabriquent des bagues de légionnaires, des bagues à thèmes variés, des répliques de pièces, statues, pendentifs, attributs et terre cuite. Et le plus incroyable, c'est qu'ils fabriquent chaque pièce à la main. C'est du matériel de haute qualité fait à la main, en effet. Il n'y a pas de meilleur cadeau pour vous ou un fan de Rome que vous connaissez. J'ai mis le lien vers leur boutique dans la description de la vidéo et dans le commentaire épinglé. Et avec ce lien, vous pouvez maintenant même obtenir une remise de 20% sur chaque achat. Je répète, une réduction de 20% sur chaque achat dans la boutique SPQR, ce qui est une offre absolument incroyable. Et vous ne pouvez l'obtenir qu'ici via le lien Maiorianus, car laissez-moi vous dire, les gens de la boutique SPQR sont également de véritables fans de l'héroïque empereur majorien. Alors allez voir leur incroyable assortiment. Il y aura certainement aussi quelque chose pour vous. Parfois, le Sénat avait autant d'autorité qu'il pouvait outrepasser Théodoric lui-même sur certaines questions. Par exemple, en 498, le pape Laurentius a été installé comme le plus haut prêtre de l'Église romaine, malgré Théodoric et l'empereur Anastasius favorisant Symmachus. Certains sénateurs ont même secrètement conspiré avec l'empereur à Constantinople, et nous pouvons certainement imaginer que certains d'entre eux rêveraient de restaurer l'Empire romain d'Occident sous une certaine forme. Boëtius et Symmachus ont payé de leur vie, car ils étaient accusés exactement de cela, de conspirer avec l'empereur d'Orient contre le roi ostrogoth Théodéric. Et ainsi, les relations entre Constantinople et les dirigeants ostrogoths se sont détériorées, et encore plus après la mort de Théodoric, jusqu'à ce qu'à un certain moment éclate la brutale guerre gothique. C'était peut-être l'une des guerres les plus dévastatrices de l'Antiquité tardive, et j'irais même jusqu'à dire qu'après cette guerre, le début du Moyen-Âge était arrivé en Italie, tant la destruction était totale. Et logiquement, cela aurait également des effets sévères sur le Sénat romain. Si la ville de Rome avait encore été impressionnante avant le déclenchement des guerres gothiques, avec de nombreux bâtiments encore réparés et entretenus par le Sénat et le préfet urbain, la guerre gothique a brutalement décimé non seulement la population de Rome et gravement endommagé la ville, mais de nombreux sénateurs ont été pris en otage en 552 et tués en représailles pour la mort du roi ostrogoth Totila aux mains des Romains de l'Est. Et ceux qui n'ont pas été tués avaient certainement vu la dévastation venir et s'étaient enfuis à Constantinople lorsque la guerre gothique a commencé en 536. Après la destruction totale du royaume ostrogoth, la ville de Rome est devenue formellement à nouveau une partie de l'Empire romain, avec l'empereur à Constantinople, comme c'était le cas 200 ans plus tôt, lorsque par exemple Constantius II ou Théodose régnaient depuis Constantinople. Mais maintenant, le fossé entre l'Est et l'Ouest s'était encore accru. L'aliénation culturelle s'était intensifiée, et Justinien était très paranoïaque, craignant qu'un sénateur ou consul occidental ne se proclame empereur et tente de restaurer l'Empire romain d'Occident.
Le fait que Bélisaire ait feint de devenir empereur romain d'Occident en 540 n'a certainement pas aidé à rendre Justinien moins paranoïaque. Et donc après 552, lorsque Rome, maintenant dépeuplée et endommagée, est redevenue une partie de l'Empire romain. Justinien a ordonné non seulement la fin du poste de consul occidental, mais aussi la réduction drastique du pouvoir du Sénat romain. De toute façon, de nombreux sénateurs qui avaient fui les guerres gothiques avaient peu d'envie de retourner à une Rome maintenant dépeuplée et désolée, quand ils pouvaient rester à Constantinople, qui était en plein essor à cette époque. Ils y menaient un grand style de vie, dans une impressionnante ville romaine classique, alors que Rome commençait maintenant à se décomposer de plus en plus vite. Même les bains de Rome avaient cessé de fonctionner lorsque les Goths avaient coupé les aqueducs lors du siège de 537 après Jésus-Christ. Pourquoi voudrait-on vivre dans une Rome désolée, quand on pourrait vivre dans une Constantinople luxueuse? Et veuillez envisager de soutenir cette chaîne via Patreon ou l'adhésion à YouTube, car j'ai vraiment besoin de votre aide pour pouvoir continuer ce travail sur l'histoire romaine tardive. Sans votre soutien, je ne sais pas combien de temps je peux continuer cette chaîne, car, comme vous pouvez l'imaginer, l'algorithme de YouTube ne favorise pas exactement un sujet de niche comme l'histoire romaine tardive. Alternativement, aidez cette chaîne en achetant mes produits dérivés sur YouTube. J'ai créé une boutique de produits dérivés avec des articles romains tardifs, cool, drôles ou étranges, que vous pouvez acheter directement ici via YouTube dans la description de la vidéo. Merci beaucoup. Et donc, très peu, seulement les plus fervents, les sénateurs traditionnalistes les plus endurcis, sont retournés à Rome, qui avait encore un fort sentiment de nostalgie pour l'ancienne idée que fut autrefois Rome. Ils seraient sénateurs dans une ville dépeuplée et en déclin, dépourvus de tout véritable pouvoir, car l'empereur à Constantinople craignait cet ancien ordre ancien, et donc le Sénat n'aurait que le pouvoir d'effectuer quelques travaux administratifs ordinaires à Rome. Mais même en 580, il restait encore quelques sénateurs. Il est noté qu'en cette année-là, les sénateurs romains ont envoyé des envoyés à Constantinople, donnant à l'empereur Tibère II 3000 livres d'or, lui demandant de l'aide contre les Lombards, qui avaient envahi l'Italie en 568. L'invasion des Lombards avait rendu la situation à Rome encore pire qu'elle ne l'était déjà, ce qui a encore diminué la motivation des sénateurs à retourner à Rome et à reprendre cette ancienne fonction, avec la menace constante que la ville soit pillée par ce peuple germanique. Nous comprenons donc maintenant que la motivation pour quelqu'un d'une ancienne noble famille aristocratique romaine de retourner à Rome et de reprendre la fonction de sénateur était déjà vraiment faible. Mais la liste des choses qui ont réduit cette motivation ne se termine même pas ici, car leur autorité serait encore plus réduite. Le pape deviendrait maintenant de plus en plus puissant et rivaliserait avec le Sénat pour le pouvoir. Et puis le bureau de l'exarque a été créé en 584, où en gros l'exarque serait le vice-régent de l'empereur à Constantinople. Mais l'exarque résidait à Ravenne, et non à Rome. Ainsi, le pouvoir du Sénat romain a été encore plus diminué. Et comme si cela ne suffisait pas, une énorme inondation du Tibre a frappé Rome en 589 et a non seulement causé beaucoup de destruction, mais a également détérioré l'hygiène. Et ainsi, la peste a frappé Rome en 590, rendant la situation qui était déjà extrêmement désolée encore plus désolée. Nous pouvons supposer que certains sénateurs ont dû tomber victimes de cette maladie. Et après que la peste a ravagé la ville, seules 30 000 personnes sont restées à Rome, une ville qui comptait autrefois 1 million d'habitants. La dernière mention du Sénat de Rome date de 603 après Jésus-Christ, lorsque, dans son dernier acte officiellement connu très peu glorieux, le Sénat de Rome a commandé une nouvelle statue de l'usurpateur brutal Phocas et de sa femme Léontia, sur une colonne d'un précédent tétrarque, dans le Forum Romanum, un acte très discutable, puisque Phocas est peut-être l'un des empereurs romains les plus brutaux et les pires de tous les temps, et une grande raison pour laquelle l'Empire romain perdrait une grande partie de son territoire dans les décennies suivantes. Donc en 603, il devait encore y avoir des sénateurs absolument hardcore, super traditionnalistes, se réunissant dans l'ancienne curie, dans le Forum Romanum. À cette époque, cela devait déjà être un spectacle pitoyable,
Quelques vieux hommes en vieille toge déchirée, à peine quelques-uns restants, se réunissant dans des bâtiments semi-délabrés, qui avaient été privés de leur ancienne gloire par les nombreux pillages répétés, traversant l'ancien glorieux Forum Romanum, qui se dégradait parce qu'il n'y avait tout simplement plus assez de fonds et de personnes pour réparer ces anciens bâtiments magnifiques. Impuissant à arrêter la décadence, et rêvant des anciens jours meilleurs, pensant à combien cela devait être glorieux, et se rappelant de cette ancienne gloire chaque jour. Puis la menace constante des Lombards, et de l'empereur oriental jaloux, et de l'exarque et du pape, sapant chaque action des quelques sénateurs restants. En 618, un tremblement de terre brutal a frappé Rome, et c'est mon opinion personnelle. Et théorie personnelle, je n'ai aucune preuve de cela, mais cela a du sens pour moi, que cela a marqué la fin définitive du Sénat romain. De cette institution, qui avait alors 1371 ans. Probablement que de nombreux bâtiments ont été endommagés lors de ce tremblement de terre. Et ce n'est pas une coïncidence si seulement quelques années plus tard, en 630, la curie Julia a été transformée en église. Donc, à cette époque, le Sénat devait avoir complètement disparu. Par conséquent, entre 603, le dernier acte officiellement mentionné du Sénat, et 630 quelque part dans ces 27 années, le Sénat a dû disparaître. Je pense que le tremblement de terre de 618 a été le dernier clou dans le cercueil, car les derniers sénateurs super traditionnalistes qui restaient ont été soit tués dans ce tremblement de terre, soit la Curia Julia, l'ancienne salle du Sénat, le lieu de réunion du Sénat, a été gravement endommagée, et comme les fonds manquaient pour toute réparation, le bâtiment a été simplement laissé totalement désolé. L'Église était la seule autorité restante qui avait encore des fonds pour les réparations. Mais bien sûr, l'Église et le pape ne seraient intéressés que par les réparations et les restaurations des bâtiments ecclésiastiques, et non des bâtiments séculiers. Et donc je pense que la Curie Julia et de nombreux autres bâtiments dans la zone du Forum ont tout simplement été abandonnés. Donc, personnellement, je pense que le tremblement de terre de 618 a été le dernier clou dans le cercueil de cet ancien ordre illustre. Et je peux imaginer les derniers sénateurs emballant leurs affaires, tournant le dos à cette ville désolée de Rome, et partant pour Constantinople, espérant y trouver une vie meilleure. Et s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous afin de ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de la fin de l'Empire romain. Envisagez de soutenir mon travail sur Patreon ou via une adhésion à YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Cette chaîne ne fonctionnerait pas sans nos incroyables membres Patreon et YouTube, et je tiens à remercier chacun et tous ceux qui soutiennent cette chaîne sous quelque forme que ce soit. Merci Biago amici. Et si vous voulez en savoir plus sur comment Rome a été gravement endommagée au fil des siècles par les tremblements de terre, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous voulez en savoir plus sur à quoi devait ressembler la ville de Rome à l'époque où le Sénat a disparu, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Merci encore à tous les amis de l'histoire romaine, Gratiasti, Biago et Benevalete.